L'agriculture. Cette incroyable invention qui a permis le passage du mode de vie de chasseur-cueilleur à celui d'agriculteur, il y a 12 000 ans. Une révolution qui a permis l'économie d'un temps libre pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, temps qui a donné naissance à la philosophie, l'art et à l'innovation de manière générale. Oui, parce que, quand toute la nourriture est à proximité, l'homme dont la survie ne constitue plus une activité à plein temps a dû expérimenter pour la première fois l'oisiveté. Le corps peut certes être oisif, mais le cerveau lui continue à produire des idées. D'ailleurs, l'activité cérébrale ne s'arrête jamais, même quand nous dormons. Cette sédentarité soudaine a dû pousser l'homme à questionner son existence, à développer des croyances et à améliorer ses conditions de vie. Tout ce que je viens de dire est faux, ou du moins pas complètement vrai. Si je vous disais que l'agriculture est derrière la plupart des maladies dont nous souffrons aujourd'hui, que les humains vivaient mieux avant l'agriculture et qu'il est la cause des différences sociales que nous vivons aujourd'hui, seriez-vous choqués ? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'ingénieur. Tous les bienfaits de l'agriculture que j'ai cités en début de vidéo nous paraissent aujourd'hui si évidents, mais cela n'a pas toujours été le cas. L'agriculture est sans doute la plus grande des révolutions. Arthur Schopenhauer pensait que toute révolution passe nécessairement par 3 étapes, ridicule, dangereux, évident. Ce schéma a été ensuite repris par de nombreux penseurs et personnalités publiques, notamment le conférencier Idriss Aberkane qui l'explique très bien. Donc, un changement, pour être révolutionnaire, doit paraître ridicule à ses débuts, dangereux en cours de route, et puis évident. Prenez n'importe quelle révolution, le droit de vote des femmes par exemple. Les femmes, voter, et puis quoi encore ? Et nos animaux de compagnie, tiens, pendant que nous y sommes. Ridicule. Les femmes vont pouvoir voter, elles vont bénéficier des mêmes droits que les hommes, mais qui restera à la maison pour prendre soin des enfants ? On commence à se poser les bonnes questions. Dangereux. Et puis aujourd'hui, les femmes votent, et alors ? Évident. Attention toutefois, toute idée révolutionnaire est ridicule à ses débuts, mais toute idée ridicule n'est pas forcément à ses débuts, ni même révolutionnaire. Reprenons donc. L'agriculture est une révolution. La révolution néolithique. Elle est apparue il y a à peu près 12 000 ans, à différents endroits de la Terre, au Moyen-Orient, en Chine, en Mésopotamie et en Nouvelle-Guinée, pour ensuite se répandre par les différents voyages et migrations. En passant, le climat et les conditions géographiques similaires ont fait que des inventions comme les différentes techniques d'agriculture se sont vite répandues dans la partie du Rhineland, ce qui ajoute aux raisons de son positionnement stratégique. Pour les plus férus de savoir, ce sujet a été plus approfondi dans ma dernière vidéo qui traite de géopolitique. Ainsi, l'agriculture est indispensable aujourd'hui, il s'agit là d'une évidence. On peut facilement imaginer qu'elle ne fit pas l'unanimité à son invention, qu'il y ait eu des conservateurs qui ne voulaient pas abandonner leur mode de vie de chasseurs-cueilleurs, et trouvaient l'idée de faire apprivoiser la nature, domestiquer plantes et animaux, ridicule. Qu'en est-il de l'étape de dangerosité ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous avions dit en début de vidéo que l'agriculture a créé de l'abondance et que cette dernière a produit du temps libre qu'on a pu consacrer à des créations telles que l'art et la réflexion. Eh bien, des éléments portent à croire le contraire même de cette thèse. Jared Diamond, biologiste évolutionniste dont l'essentiel de la critique de l'agriculture nous vient de lui. Il dira d'ailleurs « L'agriculture a été pendant très longtemps la pire idée que l'humanité n'ait jamais connue. » Et donc, Diamond pense qu'au contraire, un chasseur-cueilleur avait plus de temps de repos que l'agriculteur. En effet, de nombreuses cultures demandent un suivi constant et une attention inconditionnelle. En plus de cela, la domestication des plantes et des animaux fait que l'espèce domestiquée perd peu à peu les caractéristiques qui font qu'elle ait été indépendante et sauvage, dépendant de plus en plus des soins de l'homme. Diamond avance dans sa thèse que l'agriculture a provoqué une dégradation de l'état de santé des populations qui la pratiquaient, une augmentation significative des caries, des signes de sous-alimentation et de malnutrition, pour cause l'alimentation peu variée et le manque de protéines d'origine animale, des maladies infectieuses telles que la tuberculose et la syphilis, des maladies dégénératives telles que l'arthrose à cause des conditions difficiles de travail, une augmentation de la mortalité infantile et une diminution de l'espérance de vie. La taille moyenne a également diminué jusqu'à 10% en raison de la sous-nutrition. Des milliers d'années ont fallu pour certaines populations pour retrouver leur taille avant l'agriculture. En Asie, la production de grandes quantités d'alcool, grâce à la culture du riz, a probablement conduit à une augmentation de l'alcoolisme. Le contact permanent avec les animaux d'élevage a provoqué des maladies chez les humains dont nous souffrons jusqu'à aujourd'hui. On pense que 180 maladies sont apparues chez l'homme à cette époque, telles que la variole, la peste et les grippes qui sont les 3 plus grandes causes de mortalité humaine. On doit à l'élevage aussi le typhus, la rougeole et la rubéole.
On doit aussi à l'agriculture la propagation indirecte de maladies. L'agriculture a permis un regroupement plus dense de la population et donc une propagation plus efficace des maladies. Ajoutez à cela les mouvements migratoires, et vous avez la rougeole humaine qui est une version de la peste bovine transmise il y a 3000 ans par les vaches domestiques, et qui fait des ravages aujourd'hui aussi. On estime que la rougeole avant le vaccin a fait 200 millions de morts durant les 2 derniers siècles. L'agriculture est aussi derrière la stratification sociale. En effet, on pense que les sociétés primitives étaient profondément communistes. Imaginons un chasseur-cueilleur vivant il y a des centaines de milliers d'années. Il chasse 2 bisons. Un seul bison est plus que suffisant à répondre aux besoins de sa famille jusqu'à la prochaine chasse. Vu qu'il est très difficile de conserver le second bison, il décide de l'offrir à une famille de sa tribu qui se trouve dans l'incapacité de chasser. Maintenant, imaginons un fermier vivant il y a 10 000 ans. L'année a été bonne et il eut plus de blé que ce dont il a besoin pour nourrir sa famille. Il peut conserver le surplus de production sans grand souci et le vendre au plus offrant. Quant à ses animaux d'élevage, il ne les sacrifie que quand il en a besoin. Pas besoin de conserver. Tout surplus stocké et puis vendu permet d'investir dans plus de terres, de biens et de propriétés, accentuant ainsi les différences sociales dans la tribu. Maintenant, la question qu'on a envie de se poser est à quoi bon l'agriculture ? Si elle a causé autant de tort, pourquoi l'homme s'est tourné vers elle ? D'abord, il ne faut pas considérer tout ce que Diamond avance comme la vérité absolue. L'argument portant sur la quantité de travail nécessaire à l'agriculture est à prendre avec des pincettes. Les cultures de céréales et de légumineuses sont certes gourmandes en temps, mais elles ont l'avantage de fournir des produits conservables. Et puis surtout, l'agriculture présente l'avantage de la prévisibilité. Face au changement naturel, domestiquer la nature a dû calmer certaines des angoisses du chasseur-cueilleur. Il faut savoir que la révolution néolithique ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais en accompagnant le mode de vie de chasseur-cueilleur qui n'a été abandonné que progressivement. L'agriculture a été très difficile à mettre en place. Cependant, aujourd'hui, nous ne retenons que ses bienfaits. Nous avons domestiqué notre environnement, le poussant à s'adapter à nous au lieu du contraire. Mais nous nous sommes pris à notre propre piège. En cours de route, nous nous sommes domestiqués nous-mêmes. L'erreur de Christopher dans Into the Wilds n'était pas la quête de nature, mais la quête de nature indomptée. En tant qu'espèce, la question à se poser est: avons-nous toujours la capacité de survivre dans une nature sauvage ?